J'ai un grand plaisir d'inviter dans la scène, sur scène, Monsieur Rachid. Allez, c'est parti. Hop là. Bon. Bonjour à tous. On m'entend bien? Ouais. Oh, il y a du monde. Ouh. Eh ben, on va se lancer. Donc, l'objectif de mon Rex, c'est de vous parler d'un projet que j'ai réalisé pour un client. Où en gros l'idée était de pouvoir fournir à l'ensemble des équipes de développement une plateforme automatisée, bien évidemment avec du Kubernetes, d'où le CAS enfin. Qui je suis? Rachid Zarwadi, je suis un indépendant, j'ai ma propre structure et j'accompagne mes clients sur différentes problématiques. Aujourd'hui, 3 problématiques majeures. Cybersécurité, là on va parler d'audit de cluster Kubernetes au sens large du terme. On va parler aussi d'accompagnement des équipes sur l'ensemble des bonnes pratiques, tout ce qui va être sécurité de votre CI/CD, tout ce qui va être scan de vulnérabilité, rémédiation et surtout prévention des risques. Deuxième point, de l'observabilité, donc mise en place de plateformes d'observabilité pour différents clients, soit sur des technos open source ou via des plateformes SaaS, et du coup des technos cloud privés. L'histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, elle a commencé comme ça, littéralement. Lors d'un call avec un client, l'idée était assez simple. C'est littéralement l'expression de besoin que j'ai reçue. Bonjour, on a besoin de monter une plateforme, il faut aller très très vite, c'est pour nos développeurs, et il faut que ça fonctionne. Lors de ce call, on a repris différentes petites choses. Moi, particulièrement, ce qui va m'intéresser, ou ce qui m'a intéressé, entre guillemets, à ce moment-là, ça a été de voir un peu où on en était, déjà de l'adoption de Kubernetes des équipes. Est-ce qu'on a des compétences sur des outils d'infrastructure as code, Terraform, Ansible, Pulumi, Crossplane et autres. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir en interne des gens qui vont piloter cette plateforme, et donc avec un niveau de compétence suffisant. Et la petite cerise sur le gâteau qu'on m'a offert, c'est que du coup, le client en question, opérateur télécom étranger, je passerai le nom malheureusement, était en pleine migration vers un OpenStack. Donc on était initialement sur du legacy, à base de toutes les technos, entre guillemets, de machines virtuelles qu'on a tous l'habitude d'utiliser, vers une migration vers OpenStack. Et en fait, moi je devais arriver au milieu et fournir une solution. Différents objectifs m'ont été, entre guillemets, imposés. Enfin, je dis imposés, mais pour moi ça fait sens. Je m'adresse à des développeurs. Donc la plateforme que je suis censé monter à la fin, il faut qu'elle soit simple à manipuler. Il faut surtout que les développeurs la comprennent. Je ne vais pas demander à des développeurs d'aller avoir une expertise sur la couche réseau, la couche stockage et sur la façon dont on va aller configurer très très finement Kubernetes. C'est absolument pas ça l'idée. Un autre point qui était important, et là c'est plus moi qui l'ai apporté celui-ci, je voulais vraiment monter une plateforme qui soit extensible. Avoir quelque chose sur lequel on est capable de dire j'ai une base qui a été construite et cette base je vais pouvoir la faire évoluer dans le temps. Ne pas se retrouver dans une situation où on va passer un certain nombre de temps à travailler sur le projet et puis une fois que le projet est livré, il fait sa vie et puis au bout de 18 mois, en fait ça marche juste pas et il faut repartir d'une feuille blanche. Ça c'est l'idée qu'on m'a annoncée. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de discussion, de préparation et autres, on me dit alors, on vous a prévenu, il faut aller très très vite. En réalité, la première demande, c'était littéralement vous avez 2 semaines. J'ai réussi à, comment dire, après quelques différentes discussions, on va le dire comme ça, avoir à peu près 3 semaines. On verra un peu l'histoire. Ma première action, c'est celle-là. Je suis sorti du call, j'ai appelé mon partenaire, j'ai fait non mais en fait ça va pas être possible, je m'en vais. On a réussi à avoir 3 semaines, il faut que je monte une plateforme, il faut qu'on fasse des migrations, il y a toute la stack technique à monter. Calme-toi Rachid, tout va bien se passer. On réfléchit, on réfléchit, on refait des calls, on regarde ce qui se passe. On fait une première proposition. Ce que vous avez à gauche, c'est ce qui était initialement pensé. En gros, le client final était gentiment en train de me dire en fait, c'est pas compliqué. En gros, vous montez 12 clusters Kubernetes, voilà, facile en 2 semaines. Et puis voilà, une fois que c'est fait, vous nous les livrez avec la petite doc qui va bien et on fait la fin de l'histoire. Moi, j'ai voulu leur proposer le schéma que vous avez à droite. L'idée, elle est assez simple. C'est plutôt que d'aller déployer
des clusters unitaires et donc de se retrouver dans une situation où plus vous avez de développeurs, plus vous avez de clusters, plus vous avez des problématiques de montée de version, de maintenance, de debug, d'avoir quelque chose qui va être centralisé. Trouver une solution pour dire tous ces clusters, j'ai un point d'entrée. Ce point d'entrée, il me permet de les déployer, plus ou moins simplement, et montée de version, redéploiement, suppression. Je ne me connecte pas à 15 machines, mais juste à une seule. Le démarrage, il est assez simple. Vous prenez un kind de n'importe quoi. En gros, l'idée, c'est de démarrer très très simplement. Vous déployez un petit cluster Kubernetes qui va nous servir entre guillemets de bac à sable. Au-dessus, moi j'arrive avec mes copines les tortues, alias Tortue Géniale ici. Je vais déployer différents composants. Le premier, c'est Capi. On verra un peu ce que c'est. Différents add-ons qui vont nous simplifier la vie. Encore une fois, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est automatisé et qui est simple. Il ne faut pas que le déploiement prenne 2 heures à quelqu'un. Il ne faut pas que la personne ait 12 opérations manuelles à faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un seed. Le seed, c'est quoi? C'est littéralement en fait, un cluster Kubernetes avec des propriétés particulières. Ce cluster Kubernetes, on va l'équiper avec un certain nombre de fonctionnalités et on va utiliser ces fonctionnalités du coup pour aller déployer ce qui va se retrouver derrière. Une fois que ça c'est fait, Tortue Géniale, il bouge. J'ai déployé le composant principal au-dessus d'un cluster Kubernetes pour faire mon déploiement. Du coup, je suis parti d'une petite instance qui est littéralement tournée sur ma machine à un vrai cluster, lui déployé proprement, et je fais de ce cluster, du coup, le maître de gestion. Et je lui transfère littéralement toute cette gestion. De façon encore une fois, très très schématique, hein, on fait juste que pousser différents composants. Si vous avez plein de questions là-dessus, je serais ravi de répondre à vos questions, soit ici, soit après. Mais voilà, l'idée, c'est un peu celle-ci. Une fois qu'on a fait ça, on a notre mécanisme. On a un cluster de seed, il est prêt, et on va pouvoir du coup, à partir de celui-ci, déployer ici 4 clusters. En réalité, vous voulez en déployer 20, vous en déployez 20. Ce qui compte derrière, c'est en gros les ressources que vous avez derrière, et puis bien évidemment, est-ce que vous êtes en capacité de le faire. Comment on le fait assez simplement? On va utiliser Helm. On est dans le monde de Kubernetes, on est dans le monde des manifestes, on va faire un templating, histoire de ne pas avoir à recopier à chaque fois les choses. On déploie nos clusters. Chose super intéressante, le site est centralisé, j'ai un point pour piloter tout ça. Comment on fait ça? On utilise un objet qui s'appelle Capi. Capi, Cluster API, c'est un sous-projet de Kubernetes. C'est un outil qui est ultra puissant. Ça vous permet littéralement de déployer des clusters Kubernetes à partir de Kubernetes lui-même, pratiquement n'importe où sur la planète. Alors, n'importe où sur la planète, je schématise, hein. Cloud Provider, OpenStack, VMware, Azure, Google, AWS, ce que vous voulez. Ce qui devient super intéressant, c'est que c'est une techno qui, très bientôt, j'espère, ou en tout cas c'est en discussion, va littéralement vous permettre de faire bouger ces clusters. Votre cluster, il est dans un OpenStack, on vous dit finalement on migre chez Google. À partir du seed dont je vous parlais tout à l'heure, on fait la migration. Encore une fois, c'est assez schématique, hein, il y a tout un tas de problématiques techniques, mais l'idée c'est un peu celle-là. Comment ça fonctionne? Tout au bout là-bas, c'est nous, avec nos compétences Kubernetes qui vont bien. On va utiliser une spécification hébergée dans Kubernetes, c'est ce qu'on appelle une Custom Resource Definition, qui va nous permettre en fait de définir ce qu'est un cluster en tant qu'objet Kubernetes. La notion de cluster, la notion de machine, et le nombre de machines qu'on veut, est-ce qu'on veut de l'achat, et ainsi de suite. On envoie ça à la Cluster API. La Cluster API fait son boulot, et en fonction du provider que vous avez choisi, elle va déployer in fine. Là, ce qu'on masque ici comme complexité, c'est toute la partie création des images. C'est une complexité à part, mais encore une fois, ici, on fait simple. Donc du coup, c'est fastoche. J'ai mon petit Helm chart. OK, je lui balance quelques valeurs. Hein. Vous pouvez voir ici que c'est pas si compliqué que ça. En gros, le nombre de clusters que je veux et puis quelques paramètres. Pouf, et ça marche tout seul. Jusque-là, on est plutôt pas mal. C'est pas génial. Comme le dit le petit monsieur ici, on peut faire mieux. Plein de problèmes. Qui dit Helm chart dit que très souvent, il va être exécuté en local sur la machine. On essaie d'éviter le chez moi, ça marche. Là, on est un petit peu dedans. Si on ne fait pas attention, chacun a ses propres paramètres, potentiellement chacun a joué avec les propres Helm charts. C'est pas génial. On a un truc qui est pas, qui est juste pas compliant. Et surtout, pour rappel, ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit simple à piloter. Je ne veux pas demander à 12 développeurs d'arriver le matin et d'aller balancer X Helm charts,
à la main, sur leur machine, de faire le déploiement, d'aller potentiellement déjeuner ou prendre le petit-déj qui va bien, et puis espérer que quand ils ont fini de faire leur petit-déj, les clusters sont là. V2. V2, on va plus loin. Cette fois-ci, on va beaucoup plus loin. On fait du GitOps. Donc on arrête le c'est déclenché sur ma machine et le chez moi ça marche. Tout est poussé dans Git. On utilise encore une fois les composants de Kubernetes. Donc j'ai mes manifestes, j'ai mes charts Helm, et puis 2-3 petites joyeusetés qui vont bien. Je fais mon déploiement du coup à partir de mon repository Git. L'intérêt il est simple. Mon déploiement c'est un commit. Si je veux savoir quels sont les clusters qui ont été déployés, j'ai 2 points d'entrée. Le premier, je vais me connecter sur le site cluster. Et du coup, je peux faire l'équivalent d'un get cluster, puisque cluster est un objet, et ça me donne la liste des clusters qui sont déployés. Ou je peux aller simplement voir sur le repository Git. J'ai une arborescence qui a été prévue, et il me suffit simplement de regarder l'arborescence pour dire, OK, il y a 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 15 clusters qui ont déployé. J'ai pas besoin d'aller demander à un développeur d'aller se connecter quelque part, d'aller faire du kubectl, je sais pas quoi, machin, pour comprendre si le cluster il a bien été déployé, ou quoi, comment, ou qu'est-ce. Si j'ai besoin d'intervenir sur ces clusters, je suis dans Git. Si quelqu'un est intervenu, j'ai mon history. Un coup de blame, je sais qui l'a fait. C'est centralisé, tout va bien. Me manque un point, tout petit peu important, c'est comment je vais pouvoir partir de Git et de pouvoir automatiser tout ça. Là, ici, l'idée a été d'utiliser Argo CD, donc la CD Argo, et de dire, à Argo, c'est pas compliqué, tu as un repository Git à surveiller. Ce repository, chaque fois qu'il y a des modifications, tu prends son contenu et puis tu fais ce pourquoi c'est défini. Autre intérêt qu'on gagne aussi avec Argo, on a quelque chose qui cette fois-ci devient graphique. Alors, en fonction des équipes de développement et de leur entre guillemets appétence à la ligne de commande, certains vont être très à l'aise avec la ligne de commande, d'autres un petit peu moins. Avoir quelque chose qui est graphique et qui vous permet d'avoir une représentation graphique de vos clusters, c'est quand même super sympa. Il ne faut pas oublier que l'objectif initial, ce n'est pas simplement de déployer des clusters, trop facile, c'est de déployer des clusters avec leur configuration, mais aussi un certain nombre d'applications. Ce qu'on veut réellement faire derrière, c'est fournir aux développeurs, sans avoir à consommer de la ressource sur leur machine, l'équivalent de ce qu'ils ont en prod. À un moment, il faut bosser un petit peu. Comment ça se passe? Alors, j'espère qu'on voit bien. Moi, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je suis mon petit platform engineer qui est là. Je fais mon petit push. Et en fait, dans mon push, je vais réutiliser le même format de valeur. Là, je vais jouer un petit peu plus. Je vais rajouter des labels. Alors, un label Kubernetes, c'est juste une association clé-valeur. Ça permet quoi? Ça permet de dire, en fonction de ce label et de sa valeur, je vais essayer de l'associer à quelque chose. Ce push, je vais le faire du coup sur mon repository. Argo le surveille, il voit la modification et il fait ce qui est prévu. Est-ce que c'est du déploiement? Est-ce que c'est de la suppression? Est-ce que c'est une mise à jour? Je reviendrai un petit peu là-dessus. Là où ça devient intéressant, c'est que CAPI, donc la Cluster API, arrive elle-même avec un certain nombre de add-ons. Il y en a un, notamment, qui devient extrêmement intéressant. C'est Cluster API Helms Add-on, Helms Provider Add-on. En gros, ça fait quoi? Ça vous permet de définir des Helm charts, donc des templates de manifestes de déploiement Kubernetes, qui vont être chargés par le cluster. Et dès que vous dites, quand tu vas me déployer les 12 clusters pour la nouvelle équipe de développement, à chaque fois que tu verras le label, par exemple ici Falco, sur tous les clusters, tu vas me déployer Falco avec la configuration qui va bien. Ce qui devient super intéressant, puisque du coup, d'un point de vue client, on a la possibilité, cette fois-ci, de créer un catalogue d'applications. Et on ne demande pas aux développeurs de devoir se connecter sur chacun des clusters pour pouvoir déployer les applis. Le développeur, il a une chose à dire. Est-ce qu'il veut un ou plusieurs clusters, en fonction de ce qu'il veut tester et ce sur quoi il veut bosser? Quelles sont les applications qu'il veut utiliser? Là, il a deux cas. L'application est une application entre guillemets publique, sur les repos publics. Il renseigne la valeur qui va bien. Et dans les application sets, donc dans la configuration d'Argo CD, on fait la configuration qui va bien, il va le récupérer. Ou on veut utiliser un catalogue interne, propre, qui a déjà été défini. Et du coup, on a simplement à pointer vers le Helm chart de l'application dont on a besoin.
Une fois que ça c'est fait, bah, en fait, c'est Argo CD qui va faire toute la magie, qui récupère l'info, qui passe ça à elle en local. Il balance ça à la cluster API. Encore une fois, la cluster API bosse. En gros, ici, les 4 clusters, alors on n'a pas déployé ça, on n'a pas déployé WordPress, Falco et Traffic. C'était un petit peu plus rigolo que ça, bref. Mais en gros, les 4 clusters et la CNI qui va bien, j'y reviendrai après, et l'ensemble des configurations sur un OpenStack bien taillé, allez, en 20 minutes, c'est fait. Et ils sont tous montés. On parle de vrais clusters, on ne parle pas d'un cluster où il n'y a qu'une seule instance, on parle d'un cluster où il y a un control plane complet, 3 nœuds, un worker plane complet, 5 nœuds. Il ne faut pas oublier que c'est des machines virtuelles qui sont derrière. Donc il faut aussi demander à OpenStack d'aller faire un certain nombre de travaux qui sont nécessaires derrière pour le faire. Là, le gros avantage, le développeur, littéralement, il arrive, alors peut-être matin, mais peut-être la veille, allez, il fait son petit commit, il arrive demain matin, sa plateforme est prête. Elle a déjà été déployée. Le jour où il n'en a plus besoin, il fait un commit de suppression ou un revert s'il a fait ça sur une branche ou autre. Ça, c'est à lui de jouer. Et il supprime. Donc on a quelque chose qui est entièrement automatisé cette fois-ci, enfin, et qui nous permet de vraiment gérer les déploiements pour les développeurs. Et surtout, on leur file la main. C'est-à-dire que là, en gros, le développeur, il n'a pas à savoir comment on crée un Helm chart, il n'a pas à savoir est-ce qu'il faut utiliser tel template, machin et co. Il a une petite doc qui lui dit, bah en fait, tu as un exemple là, de fichier YAML, et en fait, ce fichier YAML, tu le mets juste à tel endroit. À partir du moment où tu le mets à tel endroit, toi, tu le casses, et ça marche tout seul. Pourquoi je vous parlais de la CNI? La CNI, ici, elle a un label. Et quand vous allez déployer des clusters via la cluster API, c'est un point qui, aujourd'hui, est un petit peu délicat, alors en fonction des implémentations. Mais en gros, par défaut, la CNI, c'est la couche réseau de votre cluster Kubernetes. Par défaut, elle n'est pas déployée. Et pour que votre cluster soit géré proprement, par CAPI ici, il faut que votre CNI soit déployée. Il y a plein de façons de le faire, je ne vais pas revenir sur les détails. Nous, ici, on a le M-Provider, donc on a décidé de le faire comme ça, et plein de possibilités. Gardez juste à l'esprit qu'il y a quand même quelques petites subtilité, entre guillemets, quand vous allez déployer ces clusters. Il y a quelques points d'attention sur lesquels il faut faire gaffe. Les machines virtuelles, j'en ai pas parlé, j'ai un petit peu de temps, donc je vais prendre une petite minute pour en parler tranquillement. Elles vont partir d'une ISO. Ces ISO, vous avez deux façons, soit elles sont disponibles publiquement, soit vous allez devoir les créer. Pour les créer, il y a un projet qui s'appelle Image Builder, disponible sur GitHub, c'est un sous-projet de Kubernetes. Qui est super pratique en fonction de ce que supporte du coup cette fameuse cluster API. On vous file des templates tout faits. Le projet, il a juste un tout petit problème. Aujourd'hui, ça manque de maintainer. Et franchement, s'il y a des gens qui veulent contribuer, je vous invite vraiment à le faire. Parce que le tooling est super intéressant et vraiment bien fait. Mais typiquement, il n'est pas à jour. Donc nous, dans notre cas, on a voulu utiliser un système qui s'appelle Flatcar, système d'exploitation qui s'appelle Flatcar, qui a plein d'avantages. Encore une fois, je serais ravi de vous en parler pendant des heures, littéralement. Le problème, c'est qu'en fait, son déploiement via Image Builder se fait mal, c'est mal documenté. Bref. Donc voilà, résumé, c'est automagique. Vraiment, c'est automagique, ça marche super bien. Le développeur a littéralement 1 minute 30 de boulot à faire et après il touche à rien. Et si vraiment il veut aller voir ce qui se passe, il se connecte sur Argo CD avec un compte en lecture et puis il peut aller voir ce qui est en train de se faire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et surtout pas ici, et surtout pas avec les délais que j'avais. On a eu pas mal de petites blagues. La première, là, le proxy transparent qui est au-dessus, je l'ai appris en plein milieu du projet. C'est-à-dire alors que moi, j'étais en train de faire mon petit MVP dans mon coin, on me dit hey, au fait, il faut que tu passes par un proxy authentifiant, si tu passes pas par là, ça sort pas. Ouais, ok, Flatcar le supporte pas. Ok, et la cluster API non plus. Problème, si je ne peux pas utiliser ce proxy, je ne sors pas sur Internet. Dans le monde de Kubernetes, par défaut, déployer Kubernetes sans accès Internet, c'est pas génial. On perd un petit peu de temps. L'OpenStack est mal maîtrisé. OpenStack était en cours d'implémentation. L'implémentation n'était pas finie. On a eu tout un tas de bugs. La couche réseau qui nous faisait des trucs bizarres. Le stockage qui ne voulait pas prendre des images alors qu'elles étaient au bon format. Bref, je vous passe. Le plus rigolo, ouais, si je vais le dire comme ça, et ça, je ne l'ai pas vu venir. Je me suis retrouvé avec un accès Internet. Alors, j'étais pas très loin de la DSL 512 qu'on a peut-être eu à peu près tous un jour là chez Wanadu. On était super content de l'avoir. Moi, j'ai eu ça. Et vous imaginez qu'en fait, vous devez récupérer des images qui font entre 1 et 2 gigas sur une connexion 512 et puis 1
une palanquée de paquets, parce que c'est absolument nécessaire. Et là, en fait, on vous dit, en fait, tu n'as pas le choix. Deuxième effet qui se coule, maintenant, il faut monter un registre interne. Donc il faut récupérer les images quelque part, trouver un moyen pour les faire ramener dans le système, génial, et puis monter un registre interne. Et puis comme c'était pas suffisant, parce qu'il faut quand même des blagues, et encore une fois, en 3 semaines, il faut des blagues, sinon c'est pas drôle, je me suis retrouvé avec une doc qui n'était pas à jour. La doc de Capi sur mon provider n'était pas à jour, je vous passe les détails, mais quelques un peu compliqués avec différentes personnes, à essayer de leur faire comprendre que non, ça marche pas, et qu'en fait la doc n'est pas à jour. Bon, in fine, on s'en sort bien. Ça marche bien, un déploiement s'est fait. On a gagné un truc qui est génial, c'est que maintenant toute la réconciliation et la rémédiation est automatique. Ça, c'est un truc qui est génial, c'est qu'il y a des développeurs qui se sont amusés à casser des nœuds littéralement. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'enlève un nœud du control plane et on verra ce qui se passe. Et en fait, ça m'a permis de leur montrer que de façon automagique, ça repart. Il y a un nouveau nœud qui est respawné, il est réintégré dedans, ils n'ont rien à faire. Donc en plus, on leur a donné la possibilité de tester presque en conditions réelles la résilience de leurs applications. Ça, c'était le petit bonus. Alors, eux ne l'ont pas vu venir, mais du coup, ils avaient un peu le smile, ce qui était plutôt pas mal. Et il y a plein d'autres choses vraiment super sympas. Si jamais votre application elle fait des mises à jour, Argo CD va la détecter, il va refaire la mise à jour. Faire une mise à jour du cluster, c'est Argo CD qui va la piloter pour vous avec la cluster API. Vous avez une chose à faire, lui filer une image à jour. Je reviens à ce que je disais, attention à votre connexion Internet et à la façon dont les images sont créées, ça peut être un petit challenge. Mais ça marche. Vous avez l'image de la 1.30, vous êtes en 1.28, vous dites à Argo, on passe de 1.28 à 1.30, vous allez déjeuner à midi, vous revenez, vous avez 20 clusters qui sont à jour, si l'OpenStack est performant, ce qui ici était le cas. Littéralement, ça marche vraiment bien. On a gagné 2 choses qui pour moi étaient vraiment super importantes. J'avais pas de compétences infrastructure as code, je voulais pas les emmener dans Terraform, encore une fois, pas dans ce délai-là. C'était pas possible. Vous savez piloter du Kubernetes, en fait, on va utiliser ce que vous savez utiliser et ça marche. Et là où vraiment on a gagné des points, où j'ai gagné des points quand même un petit peu, c'est qu'on a réussi, j'ai réussi à leur filer un CAS complet, entièrement automatisé, mais surtout portable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est également rendu compte qu'entre les différents providers qu'ils avaient envisagés, autres que OpenStack, en gros, il n'y avait qu'un seul objet à modifier, qui est l'objet machine. Cet objet machine, c'est lui en gros qui dit quelle taille de VM tu veux, quelle est sa flavor, quelle est sa configuration réseau, quelle est l'image. Donc en gros, 3, 4, 5 paramètres qui vont bien, et ça marche tout seul. Du coup, on a fait un test de montée de version et de migration vers Azure, et il est passé crème. Donc on a vraiment un truc comme ça, qui est super sympa. Délai. Alors, 3 semaines. Bon, en vrai, si je suis honnête, on était plus proche d'1 mois et demi de temps. Si je consolide tout le temps que j'ai réellement passé, on est à 4 semaines. On n'est pas très loin des délais. Doc incluse. C'est-à-dire qu'à la fin, je suis reparti et ils avaient une doc qui passe bien derrière. Un petit plus qui pour moi était super intéressant, c'est une blague dont je ne vous ai pas parlé. Je vais prendre 30 secondes littéralement. En fait, ils avaient déjà des clusters et il fallait les importer. Et là, il y a un petit outil que je vous invite à regarder qui s'appelle Rancher Turtles, qui est génial. En fait, c'est ce qu'il fait. Il prend des clusters qui ont été déployés et il les importe directement. Si vous voulez des UI, parce que les gens veulent utiliser la cluster API avec des interfaces graphiques, il y a 2 projets que je vous invite à regarder vraiment très intensément. Kamaji, fait par des copains chez Clastix, et Projet Sveltos, qui est piloté aujourd'hui par des gens de chez Isovalent et Cisco. Avec les 3 là, honnêtement, et ce que je viens de vous raconter, vous êtes topé et vous avez un CAS sur à peu près n'importe quoi. Allez, 3 semaines. J'ai fini, j'ai été un peu vite. J'ai énormément de choses à vous raconter, j'ai que 25 minutes, c'est très compliqué. Je vous demande une petite chose, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si vous pouvez me faire un petit feedback en cochant le QR code qui est là-haut, en flashant le QR code qui est là-haut, ce serait vraiment super gentil. Je ne sais pas si on a des questions dans l'audience, mais je serais ravi d'y répondre. Applaudir, c'est ça. Oui, voilà. Voilà, comme ça je peux poser les questions en tranquillité. Allez. Très bien. Donc merci pour ça.
Hyper intéressant. Il y a toujours un peu de temps pour poser des questions. Alors, il ne faut pas hésiter. Je vais, moi, poser les questions. Toi aussi, tu peux les poser au fur et à mesure. Alors, voilà. Il y a des questions qui arrivent. Nickel. C'est parti. Voilà, c'est parti. Alors, pour celui qui sont apportés, comment gérer les différents autoscalers des providers? En ce qui concerne, 1, 2, 3. En ce qui concerne la cluster API, on a un add-on qui est fait pour ça. Il y a un add-on qui a été développé. 1, 2, 1, 2. Okay. Il y a un add-on qui a été développé où, alors, un point sur lequel je me suis pas attardé. Les add-ons sont pas encore super stables. Il y a un add-on d'autoscaling qui concerne Capi et qui va permettre de gérer ça. Ce que vous pouvez utiliser au-dessus, c'est un projet open source qui s'appelle KEDA, K-E-D-A, qui est capable de gérer en fait l'autoscaling de votre cluster Kubernetes, et donc en dessous via Capi, en utilisant tout un tas d'entrées, votre QNginx, ce qui se trouve dans Redis, un Kafka, bref. On a vraiment plein de solutions, et pareil, du moment où c'est intégré avec Capi et Ergo, ça se fait tout seul. Voilà, rien plus simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, très bien. Alors, de loin le plus upvoté maintenant. Merci. Pourquoi vouloir générer des clusters par application / équipe quand Kubernetes plutôt qu'une Kubernetes partagée et des namespaces pour les applications / équipe? Il y a plein de raisons. Le premier, vous pouvez être amené dans certains cas à vouloir tester des conditions réelles. Vraiment tester le fait que si un cluster se met à pas très bien faire les choses et que vous avez des applications distribuées, vouloir vraiment tester et dire bah en fait mon application elle est déployée sur plusieurs clusters et je vais tester, j'en perds un ou je perds d'un nœud et ainsi de suite. L'autre point, pareil, je suis parvenu dessus, vous pouvez utiliser les namespaces hiérarchiques. Les namespaces hiérarchiques, ils ont quelques limitations. Dès que vous avez des applications qui vont vouloir utiliser des opérateurs et donc créer leur propre CRD, la CRD ne reste pas dans le namespace enfant. Il faut qu'elle remonte dans le namespace parent. Et pour faire ça, il y a tout un tas de problématiques de sécurité qu'il faut gérer. Ça rend la gestion de l'ensemble, entre guillemets, moins simple. Et je reviens sur ce que je disais lors de ma presse. Nous, on voulait un truc qui soit simple, entre guillemets, à piloter. Donc du coup, effectivement, on a préféré déployer des clusters plutôt que de faire du multi-tenancy ou des namespaces hiérarchiques dans un seul énorme cluster. Voilà. Très bien, merci. Qui maintient la solution chez le client? Et comment s'en sortir lorsque le dev dit que ça ne marche plus? Il y a une personne aujourd'hui qui maintient l'ensemble, et honnêtement, c'est largement suffisant. La personne en question, en plus, est certifiée. Il a son CKA, CKAD. Donc, il connaît aussi très bien Kubernetes. Et il a une très bonne connaissance entre guillemets de l'ensemble, hein, puisqu'on a quand même passé quelques journées sur ces 3-4 semaines ensemble sur le projet. Donc il sait le piloter vraiment, et là il est en train de former un binôme. Et littéralement, honnêtement, une personne suffit largement, on n'a pas besoin de plus. Ouais. Et si la personne en question est malade? Il y a un binôme pour ça. Mais très bien. Voilà. Deploy on Friday, c'est bon. Alors, comment vous liez le provisioning OpenStack et le référencement des VM créés avec la partie de création de cluster Kube avec OpenAPI? Question multi-layered. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre propre image ou nos propres images basées sur Flatcar. Je passe les détails ici, on pourra en reparler après si vous voulez avec plaisir. Mais en gros, il y a différentes fonctions dans l'OS Flatcar qui permettent de faire ça. Et en gros, on a simplement stocké une image de base dans une version de Flatcar figée, et après on a utilisé un module qui s'appelle Sysext qui permet en fait facilement d'utiliser des layers, on va faire simple, et passer comme ça d'une mise à jour à une mise à jour. Et du coup on a quelque chose qui est assez simple, on pousse une seule image, on a un registre quelque part de nos fameux Sysext, donc nos objets d'extension, et quand on a besoin on dit Flatcar 1.28, Flatcar 1.30, Flatcar 1.31, et ça se fait tout seul. Ce qui nous a permis en fait d'avoir vraiment quelque chose qui est encore une fois simple à piloter. Très bien, très bien. D'abord, j'ai noté pendant la présentation que vous aviez... on peut se tutoyer? Bien sûr. Tu as eu une petite hésitation sur le 3 semaines. Est-ce que c'est vraiment 3 semaines? Combien de temps dans la réalité? En réalité, temps d'exécution vraiment concret, 4 semaines. Vraiment. C'est juste que ça s'est étalé sur le temps parce que, je vous en ai parlé, on a eu tout un tas de problématiques. Il a fallu faire des allers-retours avec les équipes, fixer des bugs. Et pendant que les bugs étaient en cours de fixation, en fait, moi, je ne travaillais pas sur le projet. Mais en réalisation concrète sur le projet, tout cumulé, c'est 4 semaines.
Tout cumulé. Tout cumulé. Déjà 4 semaines, c'est pas mal. On dirait, hein. C'est pas assez... Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, voilà, très bien. J'aurais préféré avoir plus de temps, mais bon. Comme à peu près tout le monde, j'imagine. D'accord. Et voilà, 5 minutes, c'est parfait. Donc, merci d'avoir pris le temps. Merci à tous. Merci d'être venu. Un grand plaisir. Voilà.